Une montre, ça sert à quoi? Regardez l'heure. Vous êtes marié? Pas encore. C'est le prétendant qui vous a offert cette montre-là? Est-ce que ça, c'est pour lire l'heure? Vous avez déjà vu le bijou que c'est? Quand le prétendant voudra confirmer ses intentions, vos parents lui diront: ah, sunu doom ji nag montre certi de diamant. Hein? Certi de diamant la ñu wax. Montre or, certi de diamant. Xam ngeen bii moom 5000 rek lay jar. waaye waxtu nekk day joxe heure. mais boobu ñu koy jox certi de diamant léeg-léeg sax du am heure. waaye bu ko takkee ñu xam lan la. Où est la fonction? Cette montre-là sera plus considérée que mon coup de poing américain. Parce qu'au-delà de la fonction, il y a la fonction périphérique. Xam maay kan suñu doom ji nag mbeng sa la ah ah moom nag sa doom ji andi lañ ko parure lan la ñu ni diamant am na or jaune or blanc. Ok, mais on n'est plus dans la fonction montre. Quand vous regardez dans le domaine des parfums, yan moo xew temps yi gaañ yi yan lañ leen di naxe soxna jaar Nova lañ leen di jox. waaw ma def noonu Touba beneen la fa kii ak yooyu am na bu nga xam ne Guerlain a distingué le khalife parce que sëñ Touba Guerlain Jiki de Guerlain la doon utiliser ji Jiki Guerlain loo ko jaayee murit mu jënd ko. Donc il y a une représentation, un symbolisme. lii de moom la sëñ bi daan moom la daan jëfandikoo ah loo koy jaayee ah soxna si 500000 mu ne ah ginnaaw sëñ bi daan na ko jëfandikoo de duñ ko waxaale. jox ma ci fukk ma yóbbu ko ci bërëbu sëñ bi man su ma demee di jënd Jiki Guerlain su ma demee ci magasin ñu jaay ma ko 50000 mais sama mbokkum Bawol bi dana la ilaha illallah aka dof as butéel su tuuti lañ ko jox mu fay fukki junni. Mais dans sa fonction de représentation, cela ne représente rien. su ko gisee fekk muy jamaale ci madame Mbengue dégg na ne waa ji andi na fa extrait de Jiki wala l'extrait de Jean Patou ñëw ni ah ngóor si de ay butéelu tuuti mu dem Colobane jënd butéelu Arona litre lay doon. bu ñëwee jox ko soxna si mu toj ko ci bopp ne ko yow mu ni waay man li ma joxee ëpp butéel su rëy laa ko jox ab litre ndaw si dàq ma. La fonction, elle n'épuise pas le produit. Et quand on s'élève dans la hiérarchie des valeurs, l'élément périphérique devient plus fondamental que l'élément fonctionnel. Et donc ça, en tant que futur entrepreneur, il faut que vous le compreniez. C'est une relation d'échange. Dans la relation d'échange, il y a une fonction de représentation. Je disais que la fonction périphérique, est-ce qu'on peut pas comparer par exemple le produit? C'est pas assimilable à la design de l'élément qu'on veut. La fonction périphérique, est-ce qu'on ne peut pas l'assimiler? Non, oui, à la design. Au design. Oui, de l'élément. Au design du produit. Oui. Et qu'est-ce que c'est le design du produit? C'est-à-dire la forme. La forme. Est-ce que le design c'est seulement la forme? Qui s'y connaît un peu plus? Le design, ça veut dire quoi? Oui, monsieur, allez-y. J'ai pas votre ticket, donc je vous donne pas mon micro. Hein. Mandiaye Sambou, allez-y, oui. Mandiaye. Bonjour, donc le design, moi je dirais peut-être que c'est une valeur ajoutée au produit. Le design, c'est une valeur ajoutée au produit. Mais d'accord, mais vous ne nous avez pas dit qu'est-ce que c'est que le design? Ça rejoint toujours la fonction périphérique. Ça rejoint la fonction périphérique. Est-ce que le design se limite à la fonction périphérique? C'est une question là. Vous savez, il m'est arrivé, j'étais à l'Institut supérieur de gestion de Paris, rue de Victor Hugo, et puis on m'avait désigné délégué de classe. On nous avait organisé un cours de design industriel. Et puis, tous mes camarades m'avaient dit, écoute, on ne veut pas faire le cours de design. C'est des histoires de
mode de forme bizarre, des fauteuils, machin. Écoutez, il va falloir que tu ailles voir le professeur pour lui dire qu'on ne veut pas faire le cours. Et moi, bon nègre, mis à la tête des soldats par mes collègues français, j'étais heureux d'aller dire « Monsieur, nous n'allons pas suivre ce cours. » Il m'a dit « Heureusement que c'est vous. Je suis obligé d'être tolérant. » Mais les gens qui viennent de chez vous sont en général plus intelligents. Donc pourquoi vous acceptez qu'on vous utilise? Est-ce que vous savez ce que c'est que le design? Je dis non, mais c'est faire des chaises bizarres, c'est faire des tables. Je ne sais pas du tout le coup. Le design, c'est une quête d'harmonie. Si vous aviez étudié le design, vous n'auriez pas mis une ceinture noire et des chaussures rouges. Il y a une harmonie qu'on recherche. Ah, j'étais dans mes petites tablettes. Le design, c'est quoi? Le design prend la fonction et la périphérie et les associe pour les inscrire dans une harmonie améliorée. Donc, quand on parle de style, le style, c'est la forme qui change. Mais quand on parle de design, la fonction, elle doit changer aussi. Quand, par exemple, vous prenez... Dans le temps, il y avait de gros postes radio. Vous ne les avez certainement pas connus. Il fallait les allumer, laisser 5 minutes, que ça se chauffe. Hein? Et puis après, il y avait une lumière verte là qui s'allumait. Et c'est en ce moment-là que la radio était fonctionnelle. Mais alors, quand on a créé le transistor, non seulement la radio est devenue plus petite, mais aussi, vous savez que le transistor a été trouvé par erreur. C'est simplement une impureté qui était dans un conduit, et finalement, on a découvert donc le transistor. Mais ici, non seulement dans le fond, la technologie a changé, mais dans la forme, la radio est devenue plus petite. Donc la fonction et la périphérie sont conjuguées dans une recherche d'un produit qui soit donc plus, non seulement fonctionnel, mais aussi qui, du point de vue psychologique, il y a une meilleure acceptabilité. Donc le design, c'est vraiment quelque chose de riche. Les gens qui font les designs, c'est peut-être ceux qui font les plus belles montres, ceux qui font les plus belles voitures. Ils regardent la fonction et la forme et essaient de trouver une harmonie. Et donc, de ce point de vue-là, il est assez important de comprendre l'ensemble de ces concepts. Donc là, je crois que je me suis suffisamment étendu. Quand on parle produit, pensée, fonction, mais passer aussi dimension psychologique. Mais alors, s'il y a une fonction, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Quand on se rapproche de l'élément fonctionnel, le prix doit être objectif. Voilà ce qui m'a permis de faire cette table. Et cette table, elle me sert de bureau. On s'arrête à la fonction. Mais à partir du moment où elle a une forme, il y a des matériaux, il y a un coloris, mais on s'éloigne de la fonction pour aller par la périphérie. Plus un produit est fonctionnel, plus le prix est objectif. Il y a ce que les marxistes appellent la valeur travail. Ça veut dire composante travail, composante équipement, matière première, et c'est ça qui permet de déterminer. Pour les marxistes, ce qui fait la valeur d'un bien, c'est les éléments qui composent ce bien. On est d'accord? Mais alors, ce qui veut dire que tout bien qui est la conjugaison de plusieurs composantes a une valeur, si c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui m'a permis de faire cette chaise, c'est du fer, c'est du tissu. C'est des heures de travail. C'est des machines qu'on utilise. Donc, ce qui fait la valeur de cette chaise, c'est les composantes. Est-ce que ça veut dire que tout produit qui a des composantes a une valeur? boobu dama koy jaay en gay ku ma fayul duma la ko jox. Comment? La question, est-ce que tout produit qui a des composantes de fabrication a une valeur?
Ça dépend de quoi? Ça dépend des composantes. Mais les composantes ont toujours une valeur. Même si vous les ramassez à la poubelle, elles ont une valeur. Vous avez bien voulu. On veut faire même un bebus. Les gens disent, mais fille, bés bu nekk ay millions fi génn, monsieur le ministre. Xanaa yëguloon ni bebus fii moom bés bu nekk nu liggéey fi 17 millions plastique yi ñuy for ak yu kenn xamul. Hein? Oui. Serigne. La valeur du produit dépend de l'utilisation et de la considération que les gens en ont. Allez plus loin. On y est là. Allez plus loin. Par exemple, vous avez un exemple? Un exemple. Oui, vous me dites que la valeur dépend de l'utilisation. De l'utilisation et de la considération que les gens en ont. Waaw. Ouais. Kuy jaay ker ba timis ñëw nga lalli. C'est-à-dire? Vous aimez les miroirs? Vous regardez tous les jours votre miroir naan man de jekk naa ba dee du noonu léegi gumba boo ko joxee seetu lu mu koy jëriñ. Donc il y a des composantes dans le miroir mais qui mu amul njëriñ. L'aveugle qui reste devant un miroir, le miroir ne lui renvoie rien du tout. Pourtant ce miroir a des valeurs, a une valeur. Il y a des composantes. Il y a maintenant une valeur qui est liée à l'utilisation ki mu amal njëriñ moom moo koy jox bo valeur. Il y a une valeur d'usage qui n'est plus la valeur travail. Vous voyez que vos tâches seront très complexes. Rien que dans la fonction, dans l'étude du produit, vous voyez tout ça. Maintenant, si la valeur d'usage est très prononcée en termes de périphérique, loolu mooy indi prix bi yokku. Le fonctionnel, le prix est rationnel. Quand on va vers le périphérique, le prix il est psychologique. Si M. Silva, on veut lui vendre un costume Smalto à 25 000, c'est pas un Smalto. Ou c'est de la contrefaçon, ou il l'a volé. Mais moi, quand je vais chez Smalto, mes costumes, je les achète à combien, M. Silva? C'est 3 000 €. Hein? Donc, en fait, la relation marketing, elle est une relation qui ajoute de la valeur. L'entrepreneuriat, c'est toujours ajouter de la valeur. Je crois qu'il est fondamental de comprendre. La valeur d'usage plutôt. Oui, allez-y. Serigne Moustapha Sy Samb. Oui, bonjour. En fait, juste pour appuyer ce que vous venez de dire, la notion de l'utilité d'un bien. Absolument. Juste économiquement parlant, on appelle un bien, c'est-à-dire une entité susceptible de satisfaire un besoin. Absolument. Ça, c'est la définition donc, la plus simple. Maintenant, en voulant satisfaire un besoin, il faut que le bien soit économique. C'est-à-dire un bien économique, c'est-à-dire c'est un bien qui donc a la capacité et la possibilité d'être utile. Ça, c'est la notion d'utilité. On parle d'utilité. Par exemple, l'air ambiant, donc c'est un besoin, mais qui n'est pas économique. Personne ne dirait, donc, à part que ce soit un CRL, donc de dire, allez m'acheter 1 kilo d'air, ou bien l'eau de mer, par exemple. Si vous prenez l'eau de mer, elle est disponible partout. Voilà, mais donc personne ne dira que donc, je vais prendre une bouteille, aller en mer, aller acheter une eau de mer. Ça, c'est la notion de valeur du bien. Et donc, ça, donc, il y a la notion aussi de rareté. Un bien économique de par sa rareté. Par exemple, si vous prenez donc le diamant, la valeur du diamant, la valeur de l'or n'est pas la même chose que la valeur du brum, du cuivre ou bien du brum que l'on voit donc partout voilà, circuler. Donc, il faut, en voulant créer quelque chose, il faut donc appuyer sur la notion de rareté, que ce soit donc moins vu, et donc ça va donc faire aspect sur donc, le marché, va donc faire croiser la notion de demande et d'offre. Je crois que c'est un éclairage excellent, hein, que de nous aider à cerner quand même que l'environnement de rareté est un environnement de valorisation
pardon, excusez-moi, est un environnement de valorisation du produit et que c'est l'utilité d'un produit qui en fait l'utilisation qu'on fait du produit, l'usage qu'on fait du produit qui vont lui conférer une valeur. Je crois que c'est quelque chose de fondamental et justement le comprendre et aller dans la relation marchande avec le client, c'est pouvoir faire ce que les hommes de marketing appellent segment. Le besoin, on n'y répond pas de la même façon selon les segments de clientèle. Et à partir de ce moment-là, on a une politique différenciée qui s'adresse à chaque segment. Ku nekk am nga besoin bi, mais la façon d'y répondre, les attentes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est clair? Oui. Mon nom de Tchétine. Donc hier j'étais pas là quoi. Mais la question est la suivante. Est-ce que la valeur ne colle pas avec le temps? Est-ce que la valeur ne colle pas avec le temps? Le temps, oui. Essayons-nous de comprendre. Est-ce que ça veut dire que dans le temps, la valeur peut augmenter ou diminuer? Oui, par exemple, autant on avait des portables, par exemple les Nokia 110. Donc au fur et à mesure, on progresse avec le temps. Donc la valeur du téléphone Nokia 10 a baissé. Donc pour moi, la valeur va avec le temps. D'accord. Là, on est dans des considérations un peu plus complexes. D'abord, quand on est dans une stratégie de mise en marché, il y a un choix de donner une vie à un produit. Parce que si moi, je vous vends un téléphone que vous pouvez utiliser de manière éternelle, je suis en train de tuer mon marché. Donc, il faut que je programme la vie de ce produit. Il y a ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Il faut que je programme la vie de ce produit pour que, évidemment, à un certain moment, vous vous disiez, il n'y a plus rien à faire. Mais aussi parce que la qualité des produits s'enrichit des innovations, des recherches. On est dans la recherche-développement. Il y a, quand on faisait Nokia 10, il y a peut-être un niveau de maîtrise de la technologie qu'on n'avait pas et qui s'est amélioré. Et toutes ces choses font que, évidemment, le produit peut se déprécier ou s'apprécier. Il y a des produits qui s'apprécient. Quand vous venez, par exemple, un tableau, on vous dira un tableau de Van Gogh, il date d'il y a. Et c'est ça qui fait sa valeur. Donc certains produits s'apprécient positivement quand on évalue dans la valeur. Maintenant aussi, le temps. Bon, mettons le temps journée. Il y a en fait des moments qui sont opportuns à un besoin. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a en fait, si vous vendez des habits de froid, quand la chaleur arrive, qu'est-ce que vous faites? Donc, le temps, ça veut dire que ceux qui vendent des habits de froid vont être obligés, en fait, de faire une promotion, de les solder s'ils veulent les vendre en été. De la même chose, façon, si vous vendez des habits légers, et quand vient le froid, vous n'aurez plus de clients. Donc, je crois qu'il y a là une intervention du temps qui maintenant, évidemment, intervient sur la valeur. C'est une valeur de représentation plutôt. Ce n'est pas la valeur réelle. Parce que le bien, la veste qui vous couvre du froid a les mêmes composantes, coûte la même chose. Mais en termes de représentation, quand il fait froid, vous lui donnez plus de valeur que quand il fait chaud. Je crois que là, c'est quand même des considérations qu'il faut avoir aussi, parce que ça intervient évidemment dans la valorisation des produits. Et donc, je parlais de cycle de vie de produits. Les hommes de marketing considèrent qu'un produit a une vie. Là, il y a une période conception, recherche, avant de trouver le Nokia 10. On cherche, il n'est pas encore né. Là, le produit est né. Mais en général, à la naissance d'un produit, en général, le prix est assez élevé.
Les téléphones cellulaires, les premiers, ont coûté horriblement cher. Maintenant, au fur et à mesure que la demande augmente, évidemment, les prix vont baisser. Et on a des phénomènes de croissance. Il arrive qu'on arrive à un seuil de maturité. Ça ne progresse plus. Il n'y a plus de clientèle auditionnelle. En ce moment-là, l'industriel se dit, ce seuil de maturité, si je l'ai atteint, eh bien, doit marquer la mort de mon produit. Et en ce moment-là, je dois faire de la recherche-innovation pour améliorer mon produit. Et j'ai un nouveau produit enrichi des découvertes de la recherche qui lui donnent une autre vie. Maintenant, il y a des secteurs dans lesquels, on n'accepte pas la mort du produit. Dans le secteur pharmaceutique, vous avez des produits qui sont les mêmes. Mais le seul fait de changer de nom ou de changer de design, on veut vous donner l'impression que c'est un autre produit. L'acide salicylique pour les maux de tête, de Véganine, aspirine, corifédrine que vous n'avez pas connu, à aujourd'hui Doliprane, machin, tout ça, paracétamol ou acide salicylique. C'est les mêmes principes actifs. Maintenant, avant, donc, on a des petites bouteilles, petits verres, il y a un dépôt. Maintenant, il y a des buts, ça donne une impression d'être plus efficace. Hein? Donc, à la limite, il y a une seconde vie, une seconde jeunesse qu'on donne aux produits, mais là, maintenant, on n'est pas dans le design. On ne touche pas au fonctionnel. On touche à la périphérie. C'est le packaging qui change, c'est la forme qui change, c'est le nom qui change, mais la fonction n'a pas changé. On est d'accord? Si vous comparez aux hommes, il paraît qu'à mon âge, j'ai 70 ans, ici, là, on a envie d'une deuxième jeunesse. On va convoler en noces avec une jeune fille qui a 20 ans, 30 ans. Certains disent deuxième jeunesse en vol, mais les épouses vont vous dire mort certaine langue des pas, crise cardiaque. Oui. C'était par rapport au seuil de mortalité d'un produit. Il y a certains produits, plus ils sont matures, plus ils ont de la valeur. C'est-à-dire qu'ils ne vieillissent jamais. Je prends l'exemple du vin. Du vin? Oui, le vin, plus ça prend de l'âge, ça peut aller jusqu'à 60 ans, mais ça garde la valeur. Et parfois même, c'est beaucoup plus cher. Plus ça vieillit, plus c'est cher. Et ça, c'est pour celui qui connaît le vin. Oui. Si vous prenez, comme me disait, j'ai fait mon stage de confirmation quand je faisais ma maîtrise de gestion chez Moët et Chandon, où on fait le champagne. Et la dame était surprise de savoir qu'il y avait des gens qui ne buvaient pas le champagne. Elle m'avait donné de sa meilleure collection, qui datait d'1 siècle. Le champagne, c'est une religion. Hein, quand vous voyez les gens, le champagne... En fait, quand les spécialistes du champagne parlent du champagne, c'est comme s'ils parlaient d'une belle femme. La robe, les jambes. Hein. Et donc, à la limite, le champagne, c'est un produit qu'on garde pendant plusieurs années. Tous les jours. Il y a des gens dont le seul rôle, c'est de faire que la bouteille ne tourne que d'un quart. Pas plus que d'un quart. Parce que ça va jouer sur la saveur. Il y a maintenant la façon de contrôler les gaz, ceci ou cela. Il y a telle cuvée de 1900 tel, qu'on va mélanger avec telle cuvée de 1900 tel. Et quand j'avais terminé, la dame qui habitait un manoir, donc j'avais fait mon mémoire, elle était tellement contente de mon mémoire qu'elle m'a donné de sa collection une caisse de champagne. Je lui dis, mais madame, je ne peux pas amener ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je lui dis, mais moi je suis musulman. Elle me dit, pauvre musulman, qui ne savait pas apprécier. Je lui dis, mais si vous sortez, ce que je vous ai donné là, vous allez dehors, mais vous allez le vendre, l'équivalent CFA, peut-être à 1 million ou 2 millions la bouteille. Ça, c'est ma collection personnelle. Elle sort de la cuvée de mes ancêtres. La famille Moët et la famille Chandon se sont réunies pour consacrer ce produit.
C'est-à-dire, plus ça vieillit, plus c'est de la valeur, mais il faut être un connaisseur. On est d'accord? Bonjour, monsieur. Oui. On peut rebondir sur ce qu'il vient de dire. Le nom, prénom. C'est Maud Lamine Diawla Faye. Oui. Vous êtes un vilain serrère, donc. Déclinez votre identité. Allez-y, monsieur Faye. Je me pose la question en ce qui concerne les produits. Est-ce qu'il n'y a pas une question de relativité? C'est-à-dire, les produits, est-ce que ça ne dépend pas du lieu? Ah non, tout à fait d'accord. Hein. Je crois qu'on est en univers de relativité. Ok. Vous venez de parler de l'Inde, je pense. Alors qu'ici, le bœuf, on l'utilise par exemple pour manger. Alors qu'en Inde, le bœuf a une dimension aussi mystique. Il y a un consul de l'ambassade du Sénégal. Il devait rejoindre son poste à New Delhi. Jabaram defal ko ay yelu nak ñu lak ko wësal ko toj ak yeb mu ñew Inde. Il avait la protection diplomatique, mais il a failli finir en prison. Donc on est d'accord, hein, c'est relatif. Je me suis retrouvé en pleine guerre du Burundi, dans le système des Nations Unies. Donc j'étais enfin, dans un petit patelin. Dans ce patelin-là, j'ai découvert que au Burundi, les gens considèrent que ceux qui mangent du mouton sont des gens, c'est presque d'hommes. Par contre, ils mangent du chat. C'est un repas de prédilection. Alors, quand je devais tuer mon mouton, j'avais un chauffeur tanzanien, on se mettait dans la salle de bain, on tuait notre mouton parce qu'il faut que ce soit secret. La peau de mouton, et il y a des castes qui doivent tuer le mouton, prendre la peau du mouton. Quand on doit porter un enfant pour la première fois sur le dos, c'est des gens de cette caste-là qui doivent, avec cette peau de mouton, porter l'enfant avec cette peau de mouton. Et il y a des sacrifices qu'on fait et tout ça pour protéger l'enfant de ceci, cela. Donc, les valeurs et les croyances aussi interviennent dans la considération qu'on a du produit. Ça, c'est assez clair. C'est bon, on peut continuer? Bon, prends l'avis des experts, je crois que ça aussi j'ai insisté. S'informe pour connaître les besoins d'un client, d'un fournisseur. Utilise le réseau d'information, j'ai insisté. Sait tirer bénéfice de son réseau relationnel, ça je crois que j'ai suffisamment insisté. Compétence, ténacité et persévérance. Confiance en son propre jugement. S'y prend à plusieurs reprises. On a dit qu'en entreprise, échouer, ça veut dire tirer des enseignements de ses échecs. On continue, on est persévérant, on est tenace. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne tombe pas, mais quand on tombe, on se relève et on recommence. Souci d'excellence, ça vous pouvez le comprendre. Quoique aller en entreprise, ben, c'est faire mieux que les autres. Pour avoir des chances de faire mieux que les autres, il faut en savoir suffisamment. Il faut avoir une pratique éprouvée pour pouvoir faire mieux que les autres. Ça aussi, vous pouvez comprendre que l'entrepreneuriat qu'on réussit, c'est quand même un chemin d'excellence. Ce n'est pas un chemin de médiocrité. Efficacité, efficience, bon, souvent, il y a une petite confusion. L'efficacité, on se fixe des objectifs et on cherche à les atteindre. Efficience, c'est atteindre l'objectif à moindre coût. Hein? C'est-à-dire que l'efficacité, c'est je me donne un objectif, je vais l'atteindre. Maintenant, l'efficience, c'est que j'ai fait un téléphone qui me revient à 100 francs. Eh bien, j'ai fait le même téléphone fonctionnel et périphérique qui me revient à 90 francs. Là, en ce moment-là, on est dans le domaine de l'efficience.
d'accord, se préoccupe du rapport coût-qualité d'une innovation, je crois que ça aussi c'est fondamental. Respect des délais et de la qualité. Un entrepreneur qui réussit, c'est pas celui quand vous venez et oui, je ne peux pas vous livrer parce que ceci, votre voiture, bon, hein, on avait un décès dans la famille. Ça ne marche pas. Il faut respecter les délais. Et quand on respecte les délais, il faut que la qualité soit respectée. Moi, j'encadre des artisans sénégalais qui sont dans le domaine de la confection, menuiserie, les gens qui sont à Médina, qui faisaient la chaussure. Mais souvent, le problème, c'est le problème respect, qualité et délai. Ils vous font de belles choses, mais vous ne pouvez pas asseoir une norme de qualité sur une chaussure parce que demain, ils la feront différente, demain, ceci ou cela. Mais la main à la pâte, c'est aussi le modèle pour montrer aux ouvriers que, mais on peut mieux faire. Exprime son désir de satisfaire le client, livre à temps ses clients, fixe les délais raisonnables, ne prend pas les commandes qu'il ne peut pas respecter. Il est doté d'un système de suivi-évaluation, il y a une traçabilité. Ça, c'est en termes de qualité. La traçabilité, c'est en termes de qualité. C'est quel est le circuit du produit. Je vous ai commandé une robe, vous me dites, première semaine, on fait la coupe. Deuxième semaine, on fait l'essayage. Troisième semaine, on vous livre. Donc, il y a une traçabilité. Les gens de qualité, les qualiticiens, exigent qu'il y ait une traçabilité. Dans toute chose, ils décomposent tous les actes en actes simples et définissent une traçabilité. Quand, par exemple, on dit « cette pièce, elle doit être nettoyée », les qualiticiens ne s'arrêtent pas là. Nettoyer, ça veut dire que 2, 1, 3, 4 personnes se sont présentées, munies d'un balai. Pendant 1 heure, ils ont fait ceci. Quelle est la traçabilité comme quoi ils ont d'abord balayé? Avant de balayer, est-ce qu'ils ont passé, après avoir balayé, est-ce qu'ils ont passé la serpillière? Pour qu'ils passent la serpillière, est-ce que c'est une serpillière à l'eau, c'est une serpillière à l'eau savonnée ou chose? Est-ce que c'est eau savonnée plus eau de javel? Donc, on veut avoir un contrôle sur tout. Il y a une traçabilité. C'est ça la norme qualité. J'ai nettoyé, non, ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez fait ceci? Après avoir fait ceci, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que chose? Et même aujourd'hui, les normes qualité atteignent justement l'accueil. L'accueil dans un bureau devient fondamental. Quand le client est venu, est-ce que vous l'avez reconnu? Ça veut dire, quand vous voyez un client pour la première fois, vous donnez les moyens de le reconnaître. Ensuite, quand il est arrivé, est-ce que vous saviez qu'il était attendu? Monsieur Ndiaye, oui. Vous aviez un rendez-vous avec Monsieur Diop. Effectivement, il vous attendait. Il a eu un petit contretemps, on l'a convoqué en réunion. Est-ce que je peux vous installer? Est-ce que je peux vous offrir un café? Dans un autre cas, vous avez rendez-vous avec M. Diop. Et puis vous arrivez à l'accueil, il y a une dame qui est en train de dire, elle est au téléphone. Ouais, yow, sóor nga, hein? Waaw, bu baxee nga baaral wala. Alors que la personne est là. Elle ne va pas interrompre, elle continue. Waa xale yi bu ñu ñëwee na nga leen sang na nga leen def nii. Elle est en train de gérer sa maison. Le gars est là, il attend. Natt démb bi li nga natt gaje nga gaañe. Donc, il y a souvent des normes d'accueil. Quand ce n'est pas là, évidemment, c'est une insuffisance. Et ça aussi, ça fait partie. Dites-vous qu'il y a le marketing des services est différent du marketing des produits. Donc, vendre une montre, c'est vendre un produit. Quand vous arrivez à Sandaga, grandeur, cette montre bien. C'est un produit. Mais si on vend cette montre et qu'elle tombe en panne, vous n'avez pas de service après-vente, il y a quelque part un problème. C'est que donc, acheter une montre et avoir des chances d'avoir une qualité permanente, c'est aller quelque part où on peut avoir un service après-vente.
Ça veut dire que vous allez aller dans une maison désignée comme telle. Parce que quand j'achète une montre, ce n'est pas pour avoir l'heure maintenant, c'est avoir l'heure de manière permanente. Quand ça tombe, je veux aussi qu'on puisse la réparer. Donc le client, il ne cherche pas une satisfaction ponctuelle, il cherche une satisfaction dans la longue durée. Et à partir de ce moment-là, il est important de savoir que le marketing du produit n'est pas le marketing du service. Quand vous arrivez dans une maison désignée, vous dites, je veux acheter une montre. On vous accueille, on vous conseille. La montre, c'est pourquoi. Vous êtes dans quel métier? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Donc là, il y a une relation de service. La qualité du service fait partie du produit. Donc acheter une montre intègre aussi une valeur qualité de service que vous allez éprouver si jamais demain vous voulez changer la pile. On ne vous vendra pas de pacotille. On vous vendra une pile originale. Si ça tombe en panne, on vous dira la garantie est toujours valable. Donc, quand vous êtes dans le marketing des produits, la qualité est dans le produit. Quand vous êtes dans le marketing des services, il y a un service qui s'ajoute à un produit. On ne vend pas une montre de la même façon. Deux montres, une seule montre, on ne la vend pas toujours de la même façon. Il y a des gens qui sont désagréables, qui ne cherchent pas à vous attirer, qui ne cherchent pas à vous accueillir, qui ne cherchent pas à savoir qui vous êtes. Ils s'arrêtent là. Par contre, le service, il est important parce qu'il entre dans la qualité du produit. Est-ce que vous avez compris ça? Dans certains cas, l'accueil est un élément du produit. Vous entrez dans un magasin, on vous accueille. Madame, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. À ce brodé bu mujj bobu non loko ñaw. Reconnaissance. On me donne mon statut. On me conseille. Hein? On accepte mes caprices. Et tout ça, c'est ma khalis la bëgg suma bëggé nak damay jaamu sa soxla. Donc je crois qu'il est important de savoir que le marketing des services est différent du marketing des produits. D'accord? Oui. Micro. Bonjour, moi c'est Mbaka Ndiaye. Bon, j'avais une petite suggestion. Je vois que vous dites si exprime son désir de satisfaire le client. Et peut-être c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai eu à travailler beaucoup sur des entreprises qui font des exécutions des travaux. Qui font exécution des travaux. Travaux, bâtiments. Travaux, bâtiments, aménagement, hydraulique et autres. Et je vois que ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là ne respectent pas le désir de satisfaire les clients. Ils font tout pour gagner. Ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas les travaux. Peut-être ils font tout pour gagner le marché, mais après. Ils peuvent, ça veut dire qu'ils peuvent offrir une qualité de travaux qui est moindre que la qualité annoncée dans l'offre, c'est ça? Le délai et tout. Ou ils ne respectent pas les délais? D'accord. Je voulais savoir, est-ce que vous avez raconté ces cas et quel conseil vous donnez par rapport à cela? Le conseil, je dois le donner à qui? À ces futurs entrepreneurs, par rapport à cela. J'ai encadré c'était quoi? Après la dévaluation, de 94 à 99, toutes les entreprises qui étaient agréées par l'AGETIP, c'est de petits entrepreneurs. Et donc l'État avait décidé, parce que la dévaluation était là, il fallait pour accompagner la dévaluation, saucissonner des marchés de l'État pour les donner aux petits entrepreneurs. Mais on les forme à la soumission au marché. On avait une équipe d'ingénieurs qui devait superviser pour contrôler la qualité. Donc on ne les laissait pas aller à la chose. Mieux encore, on avait décidé de les mettre en compétition sur des prestations de services. La fourniture
était de notre fait. C'est nous qui commandions ciment, carreaux, machin, ceci, cela. Eux devaient juste avoir un personnel, exécuter les travaux, mais il y avait un suivi. Ça veut dire qu'on les forme à ça. On les forme à respecter. On est parti d'une population de 1200 entreprises installées à travers le Sénégal. Au bout d'un an, il y en avait peut-être 50 qui faisaient des marchés de 500 millions. D'autres avaient disparu. D'autres continuaient dans la médiocrité. Mais c'est toujours les meilleurs qui émergent. Je crois qu'il faut les former. Maintenant, évidemment, si on est en marché public, c'est plus grave. On a des moyens de résilier le marché. Hein? Et parfois, en ce qui concerne le tableau de l'ARMP, vous avez des entreprises qui sont sur la blacklist, liste noire d'entreprises qui n'ont plus le droit de soumissionner. Je crois que ça, en général, c'est un jeu, quand on s'y livre, on a très peu de chances d'échapper. Maintenant, si vous êtes dans un marché informel, parce qu'il y a un marché informel, vous avez des gens qui construisent des maisons sans architecte ni rien, trouvent des entrepreneurs qui sont dans l'informel comme eux. En général, ça se termine au tribunal. Vous avez une entreprise qui fait des choses comme ça, là? Non. Pas pour le moment. Non. D'accord, pas pour le moment, mais vous allez le faire plus tard. Peut-être. Attention, hein? D'accord. Oui, il y a monsieur. Monsieur Tal. Oui. Est-ce que vous pouvez bien épingler votre micro? Je l'éteins. Non, vous l'épinglez bien. Mais je l'ai même rabaissé. Si je le mets en haut, vous voyez. En fait, c'est par rapport à l'autre micro. Il y a un autre micro, donc ça fait interférence. Ah d'accord, c'est les interférences. Donc on éteint le micro alors? Oui, l'autre micro. Il y a un micro qui fait des interférences. Oui, éteignez celui-là. Non. Voilà. Gardez celui-là, on éteint celui-là. Allez-y, monsieur Ndiaye. Merci. Oui, bonjour. C'est M. Babacar Ndiaye. En fait, je voulais savoir, pour les produits importés à partir de l'extérieur, est-ce que ces produits-là ont aujourd'hui une traçabilité? Ça dépend des domaines. Il y a des domaines dans lesquels nous avons une norme. Il y a des domaines dans lesquels nous n'avons même pas les moyens de savoir comment le produit est composé. Il paraît, je l'ai entendu dire, quand à un certain moment la qualité du lait importé, il y avait un ensemble d'impuretés qui étaient contenues dans certains laits. On a parlé même de lait radioactif qui venait de Russie. C'est vrai, c'est pas vrai, mais il paraît qu'au niveau de nos cordons douaniers, on n'a pas les moyens de contrôler la qualité de certains produits. Donc, traçabilité, là, zéro. Maintenant, il y a des produits sur lesquels nous n'avons pas de normes. Aujourd'hui, par exemple, les céréales OGM. Je suis obligé de vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui importent du maïs OGM. On ne sait pas quel peut être l'impact. Surtout en plus, si c'est pour nourrir des poulets de chair qui sont gavés de produits, de toxines, de ceci et de cela, et qui finissent dans nos tables, et que les Sénégalais préfèrent les cuisses, qui sont les plus intoxiquées. C'est le pas qui a le droit de s'empoisonner. Les autres l'ont tellement bien compris que l'Amérique a voulu agresser nos marchés parce que les cuisses et les ailes, on ne les mange pas aux États-Unis. Donc, à la limite, c'est des produits qui n'ont aucune valeur. Ils voulaient, évidemment, envahir nos marchés avec ça. Heureusement que jusqu'à présent, on tient, l'importation de volaille est interdite. Donc, nous avons beaucoup de problèmes de ce côté-là. Nous n'avons même pas les moyens d'outils de mesure. Et en plus, nos systèmes de mesure ne sont pas raccordés au système ISO international. Aujourd'hui, quand on vous vend 1 kilo, vous n'avez aucune preuve que c'est 1 kilo.
Quand moi La j'étais plupart. jeune, il y avait un contrôle économique qui venait, dans les textes balance, nous savons dans kilo, maintenant kilo. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui nous viennent de Chine, des balances ou ceci ou cela. Alors, le gars pose, vous dit 1 kilo. Vous n'avez aucun moyen. La station d'essence, vous y allez, vous achetez de l'essence. Vous voyez quand même qu'il y a un tourniquet. La machine tourne pour vous dire. Vous savez que c'est un phénomène physique. Si ça tourne, ça s'use. À force de s'user, ça va aller plus vite. Donc l'essence que vous avez achetée il y a 1 an sur la même pompe, 1 an après, vous avez acheté moins d'1 litre pour le prix d'1 litre. Donc nous avons un problème réel de météorologie. Donc à la limite, là, je crois que de météorologie plutôt, là, il faut vraiment qu'il y a des efforts à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon? Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Mamoudou Sow. Je pense que vous avez souligné ce que je voulais dire par rapport aux produits à leur valeur, que ce soit au niveau de ses composants et le produit en tant que tel. D'accord. Maintenant, si je prends l'exemple des entreprises qui fabriquent des produits relatifs à la dépigmentation. Ah! Il paraît que c'est interdit d'en parler. Hein? Vous en parlez quand même? C'est interdit. Ah, il paraît que c'est interdit d'en parler. Mais il y a des employés ici. Ah bon. C'est pas. D'accord. Bon, oui. je voudrais juste demander. Donnez votre exemple. Je voudrais juste demander, est-ce qu'il ne serait pas obligatoire d'installer une institution qui va servir de police de contrôle à certains produits? Et qui va faire la police du RSA? Non, non, je n'ai pas dit du RSA. Dans la chambre de ces dames-là pour dire, on est c'est dans l'air là. Quand nous devons le contravention, voilà là. Hein? Attends, vous avez entendu, mesdames là, il veut faire la police dans vos chambres là Allez-y, monsieur. C'est juste pour le respect de la population, de bien-être, entre autres. Parce que vous avez souligné. Mais vous pensez à quoi, par exemple? Faire la police de quel type de produit? Des produits qui peuvent causer, qui peuvent dégrader la santé des personnes. Il y a les services d'hygiène, peut-être on déplore. Mais les services d'hygiène ne veillent pas sur tout. Oh non, je suis d'accord, je veux dire. Par exemple, les OGM, organismes génétiquement modifiés, par exemple, si vous prenez le cas du poulet, vous savez qu'il y a beaucoup de risques sur ça. Là, ça veut dire c'est au niveau du cordon douanier, il faut qu'on se dote de laboratoires pour nous permettre, quand ce produit arrive, on dit qu'il n'est pas conforme. Mais maintenant, il faut qu'au niveau de nos... Quand il y a des cas d'exception, il y a 2 ou 3 laboratoires vers lesquels la douane conduit les produits et ce n'est pas toujours qu'on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens. Votre recommandation, c'est de dire donc, au moins par rapport à la panoplie des produits qui entrent dans nos pays, on devrait se donner d'outils de vérification. Donc, d'abord, il faut qu'on ait des normes, mais il faut aussi qu'on ait le respect des normes. Donc, c'est quasi impossible. Il faut avoir les moyens. Quand vous allez aux États-Unis avec des vivres, ben, on vous dit ici on n'entre pas avec des plantes, on n'entre pas avec des animaux, on n'entre pas avec de l'alcool. Mais quand vous arrivez dans un aéroport américain avec un produit alimentaire, ils ont tout de suite les moyens de vérifier par laboratoire et de vous dire, écoutez, si vous voulez entrer sur le territoire américain, c'est tout sauf avec ce produit. Il m'est arrivé une mésaventure. À l'aéroport de Washington, il y a un grand marabout mouride qui avait un frère qui était à l'ambassade et qui m'a donné du café mouride que je devais amener pour son frère. J'arrive à l'aéroport, ils me disent, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, produit alimentaire? Je dis non, j'ai un café, c'est du café que je dois remettre à quelqu'un. Je me dis, bon d'accord. Et vous faites une déclaration. L'Amérique est quelque chose de complexe. Quand vous faites une déclaration, à la sortie, on peut faire un sondage
et contrôler pour dire est-ce que votre déclaration est conforme à la réalité. On saisit mes affaires et on m'amène pour dire vous avez dit que vous n'avez pas d'autres produits alimentaires qu'un café. On veut vérifier. Si j'avais dit que je n'avais rien à déclarer, l'Amérique, vous avez menti, le mensonge sanctionné au plus haut degré. Mais je n'ai pas menti, j'ai dit que j'avais un produit. Ils me disent, il faut qu'ils contrôlent. Ils mettent dans le machin, ils commencent à faire bouillir, tout le monde commence à éternuer. Are you sure that's coffee? Yes, that's coffee, my dear. What sort of coffee? I say, in our country, we are talking about Café Touba. Ils appellent tous les gens, goûter, machin, ils font chose. Bon. Ils trouvent qu'il y a des substances étrangères. Ils disent, bon. Soit on saisit le produit, on le détruit devant vous. Ou alors, si vous persistez, vous n'entrez pas dans le territoire américain jusqu'à ce qu'on ait fini nos analyses. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le Café Touba. Hein? Le marabout était désolé. Il n'a pas eu son Café Touba, mais surtout, je me suis presque fait maudire par le grand marabout qui m'avait remis le café. xanaa waxu leen ni loolu sëñ bi da cee ñaan loolu lu fonk la da nga ko waroon a wax waroon nga leen ko wax waroon nga leen wax ni lu sëñ bi fonk la dañ cee def kii café gi dara la nekku ci mu yëppul du la wàññi sëñ bi wax naa leen ba tey de waaye ñooñu dégguñu loolu. Oui, attendez, je crois que c'était... bonjour tout le oui. monde, c'est Pierre Sagne. Oui, Pierre. Donc je pense que tout ça là, ça doit être le rôle des organismes de certification, comme ISO par exemple, puisque normalement dans les normes, pour que le produit soit mis sur le marché, on doit vérifier quelques normes. Donc, et ça sont les organes de certification qui doivent pouvoir faire ce travail. Puisque, bon, on venait tantôt de parler de la traçabilité. La traçabilité, ça servait de pouvoir tracer le produit. Bon, si par exemple, ce sont des mesures de sécurité, quand on consomme le produit et qu'on a des difficultés, des problèmes, des soucis comme ça, on puisse retracer le produit pour arriver au producteur, pour arriver à l'origine où on a produit le produit. Donc c'est ça l'objectif de la traçabilité. Mais pour des mesures de la mise au produit sur le marché, ça devrait être le travail des organismes de certification. Quels sont les organismes de certification? Bon, on a ISO par exemple. Mais ISO, c'est la norme internationale. Je veux dire, au niveau sénégalais. Oui, c'est la norme standard, oui, ISO, oui, c'est vrai. Mais à l'intérieur, il y a des organismes qui certifient les produits, donc avec certaines normes pour pouvoir dire que ce produit-là est fiable, donc il doit pouvoir être sur le marché. Et d'autres produits, voilà. D'accord. Il y a l'association sénégalaise de normalisation quand même. Hein? Oui, donnez-lui le micro. Vous voulez prendre la parole? Allez-y et donnez à M. Ndiaye alors. Allez-y et puis on donne à M. Ndiaye et puis on donne à M. Diop. Bon, avant juste pour faire une précision par rapport à ce qu'il dit, donc les organes de normes de certification, ce n'est pas eux qui contrôlent le produit qui se gâche. Donc si une entreprise veut une certification, parce que ça donne plus de valeur à son produit, c'est à lui par exemple d'affilier à un organe de certification et de se conformer aux normes auxquelles ils exigent, quoi. Donc pour avoir une certification. Maintenant, en parlant de qualité... Mademoiselle Meg. Je dis que la qualité d'un produit, c'est important. Peut-être que nous, dans le marché sénégalais, peut-être africain, les gens ne sont pas tellement exigeants. Donc, qu'il faut fier à la qualité. Mais la qualité définie selon les qualiticiens, c'est quoi? Oui, la qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques qui concourent à satisfaire les besoins intrinsèques et extrinsèques du client. C'est un élément de la qualité. Il y a deux autres éléments de la qualité. La qualité, en fait, définie par les qualiticiens, c'est un triangle où on parle de qualité. Ça veut dire répondre aux attentes. Il y a des critères de choix, il y a des attentes du client par rapport au produit. Mais il y a un élément coût, il y a un élément délai. C'est tout ce triangle-là qui fait la qualité du produit.
Oui, c'est là où je voulais en venir, quoi. Donc, Très c'est-à-dire, quand on fait de la qualité aussi, il faut savoir respecter le temps, le délai auquel on a donné au client. Par exemple, quand vous fournissez un produit, un clientèle vous demande de vous fournir un produit à un tel délai, avec aussi également toutes les autres caractéristiques, quoi. Il faut savoir respecter ce contrat-là. Et les délais, on est d'accord. Voilà. Monsieur Ndiaye, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais parler également par rapport au lait dont vous parlez, parce que nous, on a des moyens de contrôle, parce que je travaille dans un laboratoire de contrôle qualité du lait, quoi. D'accord, mais c'est des laboratoires publics ou non, privés? c'est privé. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'en fait, il arrive que le cordon douanier utilise les services de tel laboratoire? Non, mais il y a des laboratoires nationaux également de contrôle. D'accord, mais je veux dire, en tout cas, on a dit, moi je vous ai dit vraiment au conditionnel, on a dit que du lait radioactif est entré au Sénégal, ceci, qu'on n'avait pas les moyens. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne le sais pas, franchement. Bon, parce que aussi, bon, il y a du lait qui entre dans le marché, que les gens vendent en vrac comme ça aussi. Bon, ça, les gens n'ont pas de... Peut-être n'ont pas contrôle, mais il y a un laboratoire de contrôle national qui peut... Je sais que j'ai vécu une expérience. Le lait qui est destiné au bébé, le même lait acheté en France, portant la même marque, acheté en France, et le lait acheté ici n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y a des exigences de qualité qui frappent ce produit en France et qui ne le frappent pas, si bien que l'entreprise qui fait ce lait fait des laits pour pays pauvres et des laits parce que la qualité, c'est quoi? En fait, c'est quand même un moyen. C'est ça la C'est-à-dire, réalité quand aussi, on est pauvre, on n'a pas droit à la qualité. La qualité, c'est celui qui accepte pour cette qualité-là de payer plus. Et donc, eux, ils abusent de cette situation-là. Mais quand c'est destiné quand même à des enfants, ça devient grave. Et ça, je l'ai vécu à mes dépens. J'ai le lait telle marque, acheté en France, acheté ici, totalement différent. Il y a des normes qui sont telles que ça peut exposer les enfants à un certain danger. Les besoins des clients dépendent également de ce que les clients, de son pouvoir d'achat aussi. Oui, mais pas au point de menacer, pas au point de menacer quand même. C'est-à-dire que on peut... Pas menacer. Donc, par exemple, pour le même produit, le même lait qu'ils vendent en France et qu'ils vendent, par exemple, au Sénégal, les composants, par exemple, nutritionnels, peuvent être différents. Mais ça ne cause pas également des risques de maladie. Mais les qualités nutritionnelles peuvent différer. Peut-être tant que ça ne pose pas de risque, bon, tant mieux. Vous savez qu'aujourd'hui, nos charmantes dames là, doivent découvrir que l'essentiel des produits cosmétiques, c'est fait avec des extraits donc, de corps gras qui viennent de porc. On n'a pas des moyens de vérifier.